Écoutez à quel point les choses s'accélèrent du point de vue de l'actualité internationale, puisque ce soir, au Proche-Orient, on se rapproche d'un accord. En tout cas, Donald Trump y croit, et plus qu'il croit, il donne un certain nombre d'informations qui sont en train d'arriver sur cet accord inédit au Proche-Orient. Écoutez d'abord Trump. Hier soir, nous avons réalisé une avancée décisive au Moyen-Orient, quelque chose que les gens pensaient impossible. Nous avons mis fin à la guerre à Gaza et nous avons instauré la paix dans la région. Je pense que cette paix sera durable, voire éternelle, espérons-le. Nous avons obtenu la libération de tous les otages restants et ils devraient être libérés lundi ou mardi. Nous allons essayer de nous rendre sur place et nous travaillons actuellement sur les dates de ce déplacement. Voilà, et nous ont rejoint sur ce plateau Natacha Polony qui est toujours là, merci beaucoup, Renaud Girard qui est toujours là. Bonsoir Darius. Allez, je peux dénoncer à l'instant, Natacha Polony disait, la veste autrichienne et la chemise rose, c'est vraiment les indices de l'homme de droite, tout à fait. Darius, vous êtes absolument extraordinaire, vous n'hésitez pas à vraiment mal. Les autres. C'est très mal. Je vous retire. étiez à l'origine de cette remarque. Je me tape sur la chemise rose. Allez, c'est très joli Renaud Girard, votre veste est magnifique. Merci beaucoup à Gallagher Fenwick d'être là. Bonsoir, merci beaucoup à Xavier Giacomoni. Voilà, vous et moi, on est très classiques, on est un peu vieux genre. Plus sérieusement, on vit des heures assez extraordinaires, qu'on comprenne bien ce que serait cet accord. Libération d'otages israéliens à Gaza, libération de prisonniers palestiniens. Pas d'annexion de Gaza, c'est-à-dire que Trump serait en train de décidément de forcer la main de Netanyahou et on verra ce qui marche ou non le développement économique de Gaza. Première réaction, Gallagher Fenwick, sur ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est de l'ordre du miracle et ça correspond parce qu'on est en Terre Sainte, c'est quelque chose qui surgit, qui prend de court certaines personnes, qui fait naître des espérances de part et d'autre. On a en miroir ces images qui m'ont frappé parce que justement elles font plaisir, des gens qui dansent à Gaza mais des gens qui dansent aussi sur la place des otages à Tel Aviv. Et le barycentre de tout cela, c'est Donald Trump qui, avec ses menaces, ses mauvaises manières et sa méthode, parvient à faire ce que son prédécesseur n'avait même pas osé imaginer. Il le fait avec de la force, il le fait à sa manière, mais c'est concret, ça avance. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va simplement franchir le premier obstacle et retomber dans les travers précédents? C'est l'une des grandes questions du moment. Regardez ces images, les images de joie à Gaza, elles sont extrêmement frappantes. Ce sont des images qui marquent. Tout à l'heure, j'avais au téléphone notre directeur de l'info, Bastien Morassi, qui me disait, regardez ça, il a interrompu son téléphone pour dire c'est incroyable ce qui est en train de se passer à Gaza. Effectivement là, alors il y a eu des déceptions bien sûr, mais oui, il se passe incontestablement, Xavier Giacomoni, quelque chose de très fort. Oui, la joie, elle est tout à fait compréhensible quand vous vivez sous les bombes depuis 2 ans, trimballé de camp de réfugiés en camp de réfugiés, lorsque vous avez tout abandonné, que votre maison a été écrasée par les avions de chasse israéliens. La joie des Palestiniens est tout à fait logique. Ils se raccrochent à tout ce qui est possible, sans même penser d'ailleurs à le mois d'après, l'année d'après. Et ils vivent au jour le jour depuis 2 ans. Et là, ils ont au moins de toute façon un instant de répit, même s'il y a toujours des frappes sur Gaza à l'heure où nous parlons. Le cessez-le-feu n'est pas tout à fait encore rentré en fonction. Oui, c'est un immense succès de la diplomatie de Donald Trump. Je vous rappelle que quand il est arrivé au pouvoir, beaucoup d'éditorialistes disaient que c'était un bouffon, un clown, etc. Eh bien, ce bouffon a réussi, premièrement, à aligner les 8 dirigeants européens devant son bureau, qui l'ont écouté sagement, c'était sur l'affaire de l'Ukraine, et il a réussi à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis 100 ans, parce qu'en fait, cette guerre israélo-arabe, elle dure depuis les massacres d'Hébron en 1929, ça s'est jamais vraiment arrêté, et là il y a un très grand espoir qui naît d'une paix. Alors évidemment, on en est au début. Il y a une deuxième phase, il va y avoir la reconstruction, etc., etc. Mais moi, je veux être optimiste. Je crois aussi à ce qu'on appelle une dynamique de paix, c'est-à-dire que quand il y a un souffle de la paix, en fait, quand ça commence, les gens s'y rallient. Et j'espère, c'est ce que j'écrivais dans le Figaro mardi matin, j'espère que Benjamin Netanyahou va pouvoir imiter l'exemple de son grand frère, en quelque sorte, dans le parti Likoud, c'est-à-dire Menahem Begin, qui lui aussi a été emmené
alors qu'il venait de la droite israélienne, il était emmené dans le souffle de la paix. Le retour de l'espoir, tout le monde se souvient, Arafat, Rabin, voilà, on n'est pas là, ils ne sont pas encore sur la pelouse de la Maison-Blanche, mais il se passe quelque chose. Évidemment qu'il se passe quelque chose, et c'est d'autant plus important de voir ces jeunes gens qui expriment leur joie, qu'il y a bien sûr cette dimension qui est celle des bombardements depuis 2 ans, mais il y a aussi... Il y a un soulagement d'abord. Voilà, c'est d'abord un soulagement, mais derrière il y a aussi le fait que peut-être la jeunesse palestinienne pourrait avoir une espérance à plus long terme, que peut-être ces jeunes se disent qu'ils vont avoir un avenir, ce qui n'était pas le cas même avant le 7 octobre. Donc cette dimension-là est très importante. Pour autant, il va falloir regarder comment ça se passe. Premier point qu'il va falloir regarder, c'est est-ce que cette mécanique-là fragilise la coalition de Benyamin Netanyahou, dans laquelle il peut y avoir des tensions. J'ai tendance à penser que ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver pour Israël. Est-ce que les peuples sont prêts ? Regardez les images, parce qu'il y a la joie dans la bande de Gaza et il y a la joie à Tel Aviv bien aussi. Bien sûr, mais parce que après 2 ans de massacre, la société israélienne est clivée, elle est beaucoup plus diverse qu'on ne le laisse croire ici, et il y avait une contestation de la politique de Benyamin Netanyahou. Alors après, le deuxième point qu'il va falloir regarder, très important, c'est la question de la souveraineté des Palestiniens. Parce que dans ce plan, il y a une espérance de développement, mais il n'y a rien en termes de souveraineté politique. Alors, quand on a enfin de l'espoir et qu'on peut sortir de la guerre et peut-être de la misère, on oublie les demandes de souveraineté politique, mais au bout d'un moment, elles ressurgissent. Le plan mentionne quand même l'initiative saoudienne. Non, il faut quand même, c'est important. Le plan de Trump mentionne quand même, c'est un des derniers points, le plan saoudo-français, franco-saoudien. C'est un hommage, il faut le reconnaître. Moi, j'ai été sceptique, mais je rends hommage à l'effort d'Emmanuel Macron. Là, visiblement, ça a pu faire changer Trump. Et donc le plan de paix prévoit effectivement à la fin, alors c'est à la fin des fins. J'aimerais vraiment qu'on nous explique les images. À la fin des fins, un État palestinien. Là maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez les images qu'on est en train de voir, s'il vous plaît, Gallagher. Du côté gazaoui. Là, d'abord les images peut-être à Tel Aviv, puisqu'on était là-dessus. Cette joie à Tel Aviv. Je réagirai par rapport aux images. Alors, envoyons les images, qu'on voit vraiment ce qui se passe. Là, on est à Tel Aviv. Ça, ce sont des gens qui, depuis 733 jours, attendent le retour des morts et des vivants, des otages, des personnes dont on ne sait pas exactement dans quel état elles sont, mais dans le meilleur des cas, elles sont dans un état sérieusement, pardonnez-moi l'expression, amoché psychologiquement, physiquement, etc. Tristement, tragiquement, l'armée israélienne et cette société, un savoir-faire en la matière, c'est-à-dire l'établissement de protocoles de prise en charge des ex-otages, d'abord par l'armée, ensuite par les soignants. Les hôpitaux sont pleinement mobilisés. On va avoir ces images d'hélicoptères qui les amènent, les familles qui les recueillent, et puis ce huis clos. Quand on a été enfermé pendant 733 jours, on n'en sort pas, on sort pas de l'hôpital au bout de 48 heures. Il va y avoir toute une dimension médicale, psychologique, etc. Et il y a une société, alors la vraie ligne de fracture au sein de la société israélienne, elle s'est dessinée, et c'est en cela que les otages étaient un véritable poison, justement sur le sort des otages. Parce que vous avez des gens, y compris au sein du gouvernement, qui en ce moment sont moins intéressés par la libération des otages qu'ils ne le sont par l'annexion de Gaza, de la Cisjordanie et la poursuite de la guerre. La popularité de Trump, on a vu ces images à Tel Aviv. Le Premier ministre israélien. Oui, Trump est plus populaire en Israël que Netanyahou. Est-ce que vous avez vu le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, qui est à Washington avec les familles des otages, qui met Donald Trump sur le téléphone, et écoutez la manière dont il parle de Donald Trump. Jamais il ne parlerait de Benyamin Netanyahou comme cela. Donc il y a effectivement une très grande popularité de Donald Trump, et qui... Ça ne lui a pas échappé. Il va s'y rendre. Il y sera célébré comme un messie, en fait. Et il va à Jérusalem, n'est-ce pas, normalement, dimanche. Et on va voir la séquence dont vous parlez. Expliquez-la bien avant qu'on la voie. Expliquez-nous bien ce qu'on va voir maintenant. Les familles des otages ont été très mobilisées. Elles se sont déplacées aux États-Unis. Elles sont venues à Washington. Elles ont été reçues à la Maison-Blanche. Donald Trump, il est dans une réunion. Et très concrètement, son secrétaire d'État lui amène un petit mot sur lequel il écrit: écoute, c'est signé à Sharm el-Sheikh, fais un message sur ton réseau social afin d'être le premier à l'annoncer. Et dans la foulée, vous avez tout ce mouvement, cette dynamique de paix, comme le disait Renaud Girard, qui se met en place. Et Howard Lutnick, donc ce secrétaire au commerce, vous voyez comme dans l'aréopage Trump, vraiment beaucoup de gens qui ne sont pas aux premières loges normalement sur ce dossier sont mobilisés. Et il est avec une partie des familles des otages, il tend son téléphone, qui met en haut-parleur. Alors, et il dit on va regarder la séquence. Écoutez et regardez la séquence.
President Trump, you have the best crowd in the world. What do you guys have to say to President Trump? Thank you. Thank you very much, everybody. You did it! Wow. You did it! Wow. Thank you. This is amazing. Mr. President, we believe in you. We know you've done so much for us over the past, since you became a president, and even before that. And we trust you fulfill the mission until every hostage, every 48 of the hostages are home. Thank you so much. Blessed be the peacemakers. God bless you, Mr. President. God bless America. Thank you very much. You just take care of yourselves. The hostages will come back. They're all coming back on Monday. All Extraordinaire séquence. Hein. Tout est... Ben, je voudrais filer la métaphore religieuse de Gallagher Fenwick, c'est-à-dire la Terre Sainte. Vous savez, c'est le kairos. Les Grecs connaissaient le kairos et le chronos. Chronos, c'est le temps des hommes, avec des périodes, etc. Et Dieu ne connaît pas le chronos, parce qu'il est infini, il est éternel, etc. Mais il y a le kairos. C'est quand Dieu intervient dans les affaires des hommes, quand est-ce qu'il va voir Moïse sur le Sinaï, etc. Et là, le kairos, il l'a pas loupé, Trump. Et il a senti, peut-être qu'on peut dire bravo Emmanuel Macron, il y a peut-être eu un catalyseur qu'il y a parfois dans les relations internationales, c'était cette reconnaissance. Bon. Et puis ensuite, il a joué admirablement, il faut le reconnaître, parce qu'il avait sous la main, grâce à l'Assemblée générale des Nations Unies, tous les pays du monde arabo-musulman. Il les a réunis, il a tordu le bras à Benjamin Netanyahu, gentiment, mais il a bien tordu, il lui a demandé de faire des excuses au Qatar. Regardons l'image. Tout ça photographié. L'image est inouïe. L'image est inouïe. Je crois qu'elle est en noir-blanc, ce mot. Ouais, je sais pas pourquoi il y a des photos noir-blanc, des photos couleur. Tellement elle est fantastique. C'est l'histoire de styliser et d'esthétiser un moment qui est passablement humiliant, parce que c'est le professeur, un peu, et Renaud le rappelait tout à l'heure, comme il a fait avec les Européens, qui dit Netanyahou, tu viens ici, tu t'assieds, et il y a même une brouille sur est-ce que c'est Netanyahou qui a rédigé son propre texte ou est-ce que c'est Donald Trump. Ça a été écrit par la Maison Blanche. Regardez, c'est une des images les plus extraordinaires de la décennie, je trouve. Trump a son téléphone vieux genre sur le genou, il tire le cordon parce que l'autre est obligé d'appeler. Et beaucoup d'Israéliens ne voulaient pas y croire parce qu'ils considèrent que Netanyahou ne s'excuse jamais. Et donc, beaucoup de gens se sont demandé si cette photo n'était pas. Expliquez bien la scène là. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on lui tend le combiné. Le téléphone lui-même reste sur les genoux de Donald Trump. Il appelle qui ? Il appelle le Premier ministre du Qatar pour lui présenter ses excuses personnelles pour avoir bombardé en septembre un immeuble où se trouvaient les négociateurs du Hamas. Donc, pour avoir voulu tuer les négociations en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là que les négociations redémarrent avec effectivement comme un signe de Dieu, comme une justice immanente peut-être, et s'il n'y avait pas eu cette provocation de la part de Netanyahou d'aller bombarder les membres du Hamas au Qatar, il n'y aurait peut-être pas eu le dénouement auquel nous assistons aujourd'hui. Alors dénouement, il va falloir attendre plusieurs jours. Hein. Les otages, ce sera a priori à partir de lundi. Et ensuite, il y a tout un processus où il y aura énormément de pièges à chaque instant. Alors ça, c'est vraiment du très grand Trump. C'est-à-dire que là, d'abord, la mise en scène, bien sûr, mais il arrive à faire plier, y compris ses amis. C'est évidemment le grand art. Oui, tout simplement parce qu'il y a une dépendance. Enfin, il faut bien quand même toujours rappeler qu'Israël a besoin de la puissance américaine et que la guerre qui a été menée depuis 2 ans a été faite grâce à des fonds américains, grâce à des armes vendues par les Américains. Donc Donald Trump peut faire ça, et on peut aussi rappeler qu'il a donc laissé faire jusqu'à présent. Donc là, en effet, il met fin à ce processus. Et Benjamin Netanyahou avait, je rejoins totalement ce que vous disiez, avait apporté la preuve par l'attaque de Doha que le sort des otages n'était absolument pas, n'entrait pas en ligne de compte dans sa politique. Ce qui va à l'encontre de tout ce que demandaient les Israéliens, parce que c'est absolument fondamental et parce que c'était comment dire, c'est dans la mentalité israélienne l'idée qu'il faut aller rechercher chaque
vivant et chaque mort est absolument fondamentale. Il faut reconnaître quand même qu'il a réussi, Trump, ce qu'avait tenté George W. Bush, ça s'appelait Annapolis, ce qu'avait tenté également Obama après son discours du Caire, ce qu'a tenté Joe Biden. Ils ont tous les trois échoué, et lui, il faut le dire, bravo. Il avait réussi dans son premier mandat les accords d'Abraham qui intégraient davantage Israël dans son milieu, dans son environnement arabo-musulman. Et là, si ça continue, mais moi je fais le choix de l'optimisme. Il ne faut pas doucher les espoirs, mais je fais le choix de l'optimisme. Je peux me tromper. Extrêmement compliqué. Je fais le choix de l'optimisme. Si ça continue, c'est une réussite diplomatique exemplaire. Oui. Vous savez pourquoi il est parvenu là où ses prédécesseurs ont échoué? Parce que c'est un prédateur qui s'adresse à des prédateurs. Et lui, c'est leur parler. Ce qu'il fait avec Netanyahou, mais Obama, jamais. Joe Biden, jamais n'aurait osé faire cela. C'est-à-dire qu'il utilise la menace. Il l'a fait très explicitement avec le Hamas en disant, comme le parrain dans la scène d'ouverture, c'est ta signature ou ta cervelle sur le papier. C'est ce qu'il a dit au Hamas en disant, soit vous signez, soit j'ouvre les portes de l'enfer. Et Netanyahou, dans ce qui rapportait, parce que vous le disiez Darius, on a une image stylisée, c'est du noir et blanc, mais ce qui ressort via Axios des conversations, c'est que les noms d'oiseaux fusent. Je ne les utiliserai pas ici parce que c'est une extrême vulgarité, mais il fait comprendre à Netanyahou à peu près la même chose. Il lui dit, tu sais quoi, tu vas signer, c'est une victoire et tu arrêtes cette attitude. Et Netanyahou, derrière, le travail qu'il a à faire maintenant, c'est de présenter ce qui lui a été imposé comme une victoire. Et ça, c'est pour ça que je dis que Donald Trump, avec ses menaces, ses mauvais mots et ses méthodes, en fait, ça le rend détestable sur pas mal de dossiers. Je pense au Groenland, au Canada, le canal de Panama, ce qu'il fait avec les navires au large du Venezuela, ce qu'il fait avec l'Europe. Mais en l'occurrence, là, s'il s'est mis au service de la paix, d'une pacification d'une situation qui est tragique pour le moins, il faut lui donner ce crédit-là. Il a le bâton, mais il a aussi la carotte, puisqu'il a promis au Hamas quand même l'amnistie, c'est dans les 20 points de Trump. Et puis aussi, c'est très important, il a confirmé qu'il n'y aurait pas d'annexion ni de la Cisjordanie, les Israéliens appellent ça la Judée-Samarie, ni de Gaza. C'est quand même un point très important. C'est énorme. Rappelons qu'il y a dans le gouvernement Netanyahou des ministres qui, expressis verbis, demandent des déplacements de population, ce qui d'ailleurs est un crime. Crime de guerre contre l'humanité. Et Trump empêche cela. Il leur tord le bras. On est avec Sonia Dridi en direct aux États-Unis. Sonia Dridi, ça prend place dans un moment où Trump et ses partisans espèrent le prix Nobel. Oui, tout à fait. Donald Trump vient de s'exprimer depuis le bureau ovale et il a notamment de nouveau déclaré qu'il avait résolu 8 conflits en 9 mois, que personne d'autre n'avait jamais fait ça, mais qu'il ne l'avait pas fait pour le prix Nobel. Il dit qu'il l'a fait pour sauver des vies. En tout cas, on le sait, il a fait une campagne intense pour obtenir ce prix Nobel de la paix. Il y a quelques jours, il a dit que s'il ne l'obtenait pas, ce serait une insulte pour les États-Unis. Dans son camp, évidemment, depuis surtout l'annonce de cet accord, tout le monde appelle à ce qu'ils reçoivent ce prix Nobel de la paix. Il faut dire que même ceux qui ont été jusqu'à présent les plus critiques à l'égard de Donald Trump, aujourd'hui saluent l'accord. Et il y a notamment ici à Washington des experts en politique internationale qui sont d'habitude très critiques envers Donald Trump et qui aujourd'hui louent son imprévisibilité comme une stratégie clé. Beaucoup aujourd'hui disent que finalement il serait légitime pour le prix Nobel de la paix. D'ailleurs, le New York Times écrivait ce matin que si cet accord de paix était effectivement mis en œuvre, Donald Trump aurait autant de légitimité pour obtenir ce prix Nobel de la paix que ses prédécesseurs, dont 3 autres présidents américains qui l'ont obtenu. Donc on le voit, il y a beaucoup d'attentes ici à Washington, même si certains disent évidemment que le comité du Nobel a déjà pris sa décision avant l'annonce de l'accord et donc que cela risque d'être compliqué. Merci beaucoup Sonia Dridi. Regardons plus exactement le moment qui est devenu, c'est déjà une sorte de mème sur les réseaux sociaux, c'est le moment où Rubio, secrétaire d'État, s'approche, vous allez le voir, avec un papier du président Trump et il lui dit, qu'est-ce qui est... Alors, regardez l'attitude de Trump, il lui dit, c'est en train de se faire, on est tout près d'un accord et il vient lui parler. Alors ça rappelle évidemment aussi, même si les circonstances sont très différentes, le moment où, comment il s'appelait, Andy Card, je crois, le secrétaire général de la Maison Blanche. Il dit à George W. Bush, voilà, le 11 septembre. Venez à l'oreille le 11 septembre du président Bush, c'est les moments importants du président américain qui apprend quelque chose de très important. Et écoutez la déclaration qui suit.
Le secrétaire d'État vient de me faire parvenir une note m'indiquant que nous sommes proches d'un accord au Moyen-Orient. Ils vont avoir besoin de moi assez vite. Donc je ne vais pas prendre beaucoup d'autres questions. Voilà, il mesure tout à fait, alors même s'il sait mettre en scène, mais il mesure très bien que là, il tient quelque chose d'extrêmement important. Voilà, et vous voyez tous les journalistes extrêmement excités qui évidemment se précipitent pour poser des questions et calmement ils disent je vais devoir aller back to business, serious business. Si effectivement il y a une campagne pour le prix Nobel à Trump, alors on verra ce qui se passe là dans les heures qui viennent, mais s'il réussit cet accord de paix, ce sera quelque chose de tout à fait décisif. Mais une chose est sûre, Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix pour ce qu'il était, absolument pas pour ce qu'il a fait. Et donc il n'y avait pas grande légitimité à le lui accorder. Donc on voit bien que le prix Nobel de la paix, c'est quand même à géométrie variable. Mais dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire récente, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, les démocrates, dans la mesure où ils sont basculés dans le camp néoconservateur, ne sont pas les faiseurs de paix. Ça, c'est très clair. Les néoconservateurs, avec leur idéologie messianique américaine, ont été des fauteurs de guerre. Et même s'il y a un paradoxe dans l'assise idéologique de Donald Trump, il y a de son côté des évangéliques qui sont plutôt des fauteurs de guerre dans la mesure où ils sont... Mais qui lui sont acquis, donc voilà. À la limite, il n'a pas tellement besoin de s'en occuper. Exactement, il ne cherche pas à les draguer, mais ceux-là, ils sont encore plus alignés que Netanyahou lui-même. Oui. Mais en revanche, là, c'est au contraire... ceux qui sont anti-néoconservateurs qui l'emportent, c'est-à-dire qui sortent de cette espèce d'idéologie vraiment totalement démesurée du destin américain pour aller vers quelque chose d'extrêmement pragmatique. Et en l'occurrence, il emporte un succès. Qu'on comprenne bien, celles et ceux qui nous rejoignent, les heures, on peut dire historiques, si l'accord se fait, que nous sommes en train de vivre. On a vu la joie à Gaza, la joie à Tel Aviv et le déroulement de ce plan qui comprend y compris ce que Trump impose aux Israéliens, ce qu'ils imposent aux Palestiniens et ce qu'il impose aux Palestiniens, l'amnistie de certains du Hamas. Oui, ce qui veut dire très concrètement, s'ils rendent les armes et s'ils acceptent notamment, pas obligatoirement, mais possiblement l'expatriation, donc la sortie de la bande de Gaza en direction de pays tiers qui ne se sont, à ma connaissance, pas encore manifestés, peut-être l'Algérie, peut-être d'autres dont j'ai entendu parler, c'est un point qui est très difficilement comestible pour Benjamin Netanyahou et pas mal de membres de sa coalition, voire pas mal d'Israéliens tout court. Il faut quand même rappeler que quand il y a eu un échange massif, le dernier échange massif, c'est Gilad Shalit contre 1027 otages il y a quelques années. Ça donne Yahya Sinwar. Cela rapproche-t-il le président Trump du prix Nobel? Avec nous, Richard Attias, vous êtes cofondateur de la conférence des prix Nobel. Bonsoir Richard Attias. Bonsoir Darius Rochepin. On voit des images extrêmement impressionnantes, des scènes de liesse à la fois à Gaza et à Tel Aviv. Pour vous, d'abord, expliquez-nous, vous êtes grand expert des relations internationales, le coup diplomatique, politique, comment est-ce que Trump est en train de réussir cela? Je pense que ce n'est pas vraiment un coup, c'est sa détermination. Il est complètement habité par ce souhait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs, de vouloir résoudre un grand nombre de conflits sur la planète. Et celui-là en est un des principaux. Et il le met avec rage et détermination, il y passe beaucoup de temps. Bien sûr qu'il a envie d'avoir le prix Nobel de la paix, j'ai vu que c'était le titre de votre émission, mais je crois que ça va au-delà de cela. Il est habité par le souhait de laisser une trace dans l'histoire. Et quoi de mieux de laisser une trace dans l'histoire que d'être le forgeron d'une paix que l'on pense impossible et de libérer ces otages que l'on pensait, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup de vivants, que l'on pensait perdus pour la cause. Donc, il y met tout son temps, il va bousculer son agenda. Je pense qu'il part en Égypte dans les heures qui viennent pour tenir un sommet, comme ça vient d'être annoncé probablement lundi à Sharm el-Sheikh, avec un grand nombre de chefs d'État. Voilà, il a envie de rentrer dans l'histoire, et ce, à peine quelques mois après son investiture. Donc, voilà, je pense que c'est important, on ne plaisante pas, on parle de la paix. La paix, c'est quelque chose de fondamental, ça ne se fait pas avec des mots doux, c'est grâce à des gestes très forts, c'en est un. C'est un moment important de notre histoire contemporaine et s'il y réussit, eh bien, respect, parce que beaucoup ont échoué sur ce volet-là et on se donnait complètement perdu par rapport à cette
libération des otages, d'où les scènes de liesse. Qu'est-ce qui tient à son art particulier, à sa manière de faire particulière, sa façon d'appeler directement les dirigeants? Vous voyez cette image incroyable quand il met le téléphone littéralement sur les genoux de Netanyahou en lui disant « Appelle le dirigeant du Qatar ». En quoi est-ce que ça correspond vraiment à sa façon de faire à lui? Mais le président Trump est complètement iconoclaste. Il ne respecte aucune norme que l'on connaît. Il vit la diplomatie comme des coups de poker. Et il vit la diplomatie sur des pressions économiques. Le slogan « Peace to Prosperity », qui avait été déjà l'objet de son premier mandat et qui avait donné naissance aux accords d'Abraham et qui était l'objet même d'une conférence que nous avions organisée au Bahreïn avec Jared Kushner, son gendre, c'était aussi un coup de poker. Et il a réussi à faire comprendre que la paix pouvait aussi s'obtenir par des pressions économiques. Et c'est comme ça qu'il obtient le dialogue. Et une fois encore, il est en dehors des sentiers battus, il est complètement out of the box, comme on dit. Et voilà, il est imprévisible dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la négociation diplomatique. En quoi est-ce qu'il peut faire jouer l'aspect économique? On va l'entendre dans quelques instants de manière extrêmement saisissante. Il dit oui, on va développer Gaza. Il a cette foi dans le fait que le commerce amène la paix. En quoi, là encore, est-ce qu'il a des moyens de pression, des leviers particuliers? Alors avant de répondre à cette question, il faut regarder les points positifs des accords d'Abraham. Moi, si l'on m'avait dit de mon vivant que je verrais la paix entre le pays où je suis né, le Maroc, et Israël, je n'aurais pas mis 1 euro sur la table. Il y est arrivé. Il y est arrivé et aujourd'hui, les accords d'Abraham, qui n'ont d'ailleurs pas été mis en pause pendant ces 2 dernières années, ni par le Maroc, ni par le Bahreïn, ni par les Émirats arabes unis, ont continué à apporter un développement économique, des vrais partenariats entre ces pays. Et finalement, les gens se sont rendus compte que la paix, ça pouvait effectivement amener de la prospérité. Donc ce n'est pas un slogan. Et donc aujourd'hui, comment va être reconstruit Gaza? C'est tout le débat. Je pense qu'il y a la caricature de ce qui a été fait sur l'intelligence artificielle avec la Gaza Riviera. Je pense qu'il faut plutôt regarder à Gaza Renaissance. La renaissance de Gaza, ça ne va pas être facile d'être mis en œuvre. Il y a un grand nombre d'acteurs qui sont mobilisés, des grands chefs d'entreprise égyptiens, des grands chefs d'entreprise américains, qui vont mobiliser des fonds. Je pense qu'on assistera à ce qu'il y ait une conférence probablement de donateurs et de grands donneurs, de grands contributeurs, comme maintenant il en est question sur la Syrie, pour reconstruire la Syrie. Et il va y avoir, à mon avis, à la fois du secteur privé et du secteur public qui vont s'unir pour reconstruire Gaza et redonner une vie décente aux habitants de Gaza. Ensuite, tout ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Et je ne pense pas que ce soit purement une affaire financière, contrairement à ce que beaucoup disent. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes de bonne volonté qui vont contribuer à essayer de stabiliser cette région, qui d'ailleurs est fondamentale pour la stabilité du monde en général, et pas uniquement du Moyen-Orient. Richard Attias, donc oui, il y a une dimension. Un mot encore personnel, s'il vous plaît. La question du prix Nobel de la paix pour Trump, en quoi est-ce que cet événement l'amène, le rapproche du prix Nobel? Vous-même, vous connaissez bien le monde arabe et musulman, et vous êtes juif. C'est-à-dire, j'aimerais vous demander, vous, à l'échelle de votre vie, tout le monde a en mémoire, là, Arafat, Rabin, certains moments où l'espoir est revenu, ce que ça signifie pour vous. Écoutez, sur le papier, et je le dis en toute objectivité, je ne suis ni américain, je n'ai pas d'agenda personnel, comme on dit, je pense qu'il mérite le prix Nobel. Parce que, pas uniquement pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais il a, en quelques mois, réussi à établir la paix entre le Congo et le Rwanda. Il a réussi à calmer les différends entre l'Inde et le Pakistan. Il a réussi à calmer le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et ce qu'il est en train de réaliser à l'heure où nous parlons est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut que le comité des prix Nobel, en toute objectivité, le prix est décerné sur des actes forts, du courage, de l'audacité, des choses qui marquent l'histoire. Et je pense que ce qu'il est en train de faire marquera l'histoire. Et ça n'a rien à voir avec le reste de son mandat, de son attitude, etc. Il faut être objectif et le reconnaître, parce que, d'ailleurs, le président Macron vient de le féliciter. Donc, un certain nombre de chefs d'État l'ont félicité déjà pour ce qu'il a entrepris et ce qu'il est en train de réussir. Donc, effectivement, vous avez eu
l'amabilité de me demander ce que je pense aussi sur un plan personnel et émotionnel. Je trouve que si on voit aujourd'hui les Israéliens et enfin le Moyen-Orient vivre en paix, eh bien, il faut le saluer. Et comment le saluer mieux que par l'obtention d'un prix Nobel qui est une référence et qui va inspirer un grand nombre de personnes. Vous savez, beaucoup de jeunes disent « Ah, mais j'aimerais bien avoir un prix Nobel de mathématiques, de physique, etc. » Eh bien, le prix Nobel de la paix est probablement l'un des plus prestigieux. J'en parlais régulièrement avec mon mentor, malheureusement décédé, avec qui nous avions fondé cette conférence des prix Nobel, qui est Elie Wiesel, qui était lui-même prix Nobel de la paix, et qui me disait très souvent quels étaient les critères, les paramètres qu'il fallait pousser pour que des prix Nobel soient, comment dirais-je, donnés, parce que ça donne de l'espoir et ça inspire. Et voilà, je pense qu'il faut toujours regarder la lumière au bout du tunnel. On a besoin d'espoir en ce moment, on a besoin d'optimisme, on a besoin de positivisme. Et je pense que ces scènes de liesse donnent de l'espoir et enfin redonnent le sourire. J'espère que lundi, les otages seront libérés, les morts et les vivants. Mais vous savez, il y a ce fameux proverbe qui dit que quand on sauve une vie, on sauve l'humanité. Eh bien, il est en train de sauver plus d'une vie. Richard Attias, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup. Écoutez le président Trump ce soir qui dit, il parle de l'économie, c'est ce dont on parlait à l'instant, à quel point il espère que l'économie entrera en jeu pour sauver la paix. Gaza va être reconstruite. Il y a beaucoup de richesses dans cette zone. Une petite partie permettra de faire des merveilles à Gaza. Nous verrons certains pays s'impliquer et investir beaucoup d'argent dans la reconstruction. C'est un état d'esprit incroyable, comme j'en ai jamais vu auparavant. Revenons un peu aux images de l'IS, puisque c'est en train de se passer ce soir, c'est-à-dire et les Israéliens et les Palestiniens voient qu'il change quelque chose. On est le 9 octobre. Tout le monde a en tête l'anniversaire évidemment des atrocités du 7 octobre. Tout ce sang qui a coulé d'un côté puis de l'autre. Il faut rappeler aussi le poids des pertes civiles colossales à Gaza. Est-ce qu'on est arrivé au bout d'un cycle? Vous avez montré ces scènes de l'IS à Gaza et moi elles m'ont beaucoup ému. Parce que j'ai vu des scènes de liesse comparables. C'était le 13 septembre 1993. Et c'était le soir, comme ça, c'était la nuit. Et tout le monde était devant sa télévision parce qu'on regardait la séquence de Arafat, donc le chef des Palestiniens de l'époque, et Rabin, le Premier ministre israélien. Et tout d'un coup, ils se sont serrés la main sur cette pelouse de la Maison-Blanche. Évidemment, avec le décalage horaire, c'était la journée à Washington et c'était la nuit à Gaza. Et là, toutes les fenêtres étaient ouvertes, évidemment, parce qu'il fait chaud à Gaza en septembre. Et j'ai entendu une immense clameur par les fenêtres qui étaient ouvertes. Et je suis descendu dans la rue. Et j'ai vu ces scènes-là. Et alors, à l'époque, Darius, il y avait partout des soldats israéliens, parce que Gaza était administré par Israël. Donc, ils étaient un peu comme les policiers chez nous en France. Ils gardaient les bâtiments publics. Et j'ai vu ces adolescents en liesse aller embrasser sur la joue les soldats israéliens. Et j'y ai cru à la paix. Et malheureusement, j'ai dû déchanter quand le 4 novembre 1995, le Premier ministre israélien qui avait eu le courage, le général qui avait gagné la guerre des 6 jours de 67, cet homme politique qui avait eu le courage de tendre la main, d'accepter la main de Yasser Arafat et qui a été assassiné par un extrémiste religieux. Et là, effectivement, on est retombé dans l'obscurité. Bien, pour combien de temps? Pour 32 ans, Darius, 32 ans. Comment est-il en train, Trump, comment réussit-il à forcer la main de Netanyahou et du Hamas, les deux à la fois, puisque c'est ça qui est en train de se passer. Il investit. Les deux sont à bout de force. Ouais, et puis il investit quand même une quantité pharaonique de capital politique, c'est-à-dire qu'il y a une volonté qui est manifeste. C'est ça que j'essaie d'expliquer tout à l'heure quand on voit son secrétaire au commerce avec les familles des otages, c'est qu'il a mis au service de ce projet énormément de muscles de l'administration. Et la raison pour laquelle, notamment, pas seulement, mais il s'entend si bien avec, comme le disait Renaud tout à l'heure, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, ces pays arabes, et notamment ceux du Golfe, c'est qu'ils fonctionnent comme eux dans une certaine mesure. Ils mélangent les affaires et la diplomatie, et qui est-ce qu'il envoie quand les choses sont sérieuses? Pas des technocrates et des diplomates, il envoie sa famille. Il envoie Jared Kushner, son gendre, et Steve Witkoff. Et ça, c'est le signal que les choses, elles bougent. Quand vous sortez ces gens-là
entre guillemets, du chapeau et que vous les dépêchez à Sharm el-Sheikh, ils vont pas là-bas pour regarder des cartes, etc. Oui, Richard Attias disait la politique iconoclaste, c'est ça, c'est-à-dire que les circuits traditionnels, l'administration, les diplomates... Il parle directement au Hamas, qui casse les codes. Ça a outré Benjamin Netanyahou. Il a fait pareil avec... Mais attendez, vous voulez dire que la Maison-Blanche a appelé directement le Hamas ? La Maison-Blanche a parlé avec la Maison-Blanche a signé avec les Houthis du Yémen. Pas pour protéger les Israéliens, pour protéger le commerce américain. Non, ils ont continué à tirer sur Israël, d'ailleurs. Ils n'ont pas cessé. Moi, j'étais encore en Israël en début de semaine. Il y avait encore des missiles Houthis qui étaient interceptés au-dessus des lacs. Et là, d'ailleurs, ils ont dit, comme c'est en train de se calmer, on va voir ce qui se passe et on verra si on reprend ou pas, en appui au Hamas, puisqu'ils sont là pour soutenir leurs frères musulmans du Hamas. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir justement si en Israël, il y a une évolution et si Benjamin Netanyahou bouge. Parce que l'immense différence avec la situation de 93, Yitzhak Rabin, qui en effet avait été un chef de guerre, avait été d'une violence énorme contre les Palestiniens, il avait fait lui-même ce chemin. Benjamin Netanyahou n'a absolument pas fait ce chemin, il s'est fait tordre la main. Donc la question est de savoir maintenant quels sont les leaders qui seront les leaders de paix. Et ça va être très compliqué. Et s'ils n'y sont pas, ça risque de rebasculer. Il a quand même dit une chose très importante, Netanyahou, parce qu'il sait faire de la politique. Et il se souvient de ce qu'a fait son prédécesseur, Menahem Begin, qui tout d'un coup a fait la paix avec l'Égypte. Il sait faire de la politique. Et là, il a dit, c'est un grand jour pour l'histoire d'Israël. C'est important et s'il faut qu'il sacrifie Ben Gvir et Smotrich comme ça, qu'il les jette à la poubelle, ça lui prendra 10 secondes. Il n'est pas très loin d'y arriver, d'ailleurs, ça qui est intéressant, puisque Ben Gvir, donc ministre ultranationaliste religieux, ne veut pas signer le plan de paix avec le Hamas sous l'égide de Trump. Donc on ne sait pas s'il va se mettre en retrait du gouvernement ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des élections en 2026. Et en 2026, Netanyahou compte bien se débarrasser de Ben Gvir et de Smotrich, qui sont les deux leaders nationalistes qui aujourd'hui représentent de moins en moins en Israël. On en parlait tout à l'heure avec Gallagher. A priori, leur groupe ne serait peut-être pas représenté à nouveau à la Knesset. Voyez la manière dont Netanyahou, il se fait forcer la main, mais il est forcé de sourire quand même, parce que non seulement on doit obéir à Trump, mais en plus avec le sourire. C'est ça qui est... Et là, il fait campagne pour le prix Nobel de Trump. Regardez, donner au président Trump le prix Nobel de la paix, il le mérite. Et le petit montage qu'a fait, c'est un montage, je comprends bien. Alors il y a des médailles géantes avec la médaille Nobel, et tout ça a été fait par, je sais pas, le cabinet israélien, j'imagine. Darius, il n'y a pas que Benjamin Netanyahou qui a remercié Trump. Il n'y a pas que ces Israéliens de gauche qu'on a vu brandir la sculpture de Trump, ces Israéliens qui étaient pour la libération des otages et qui appartiennent à la gauche israélienne. Il y a aussi, c'est dans le communiqué, il y a aussi les membres du Hamas qui ont salué les efforts du président Trump. C'est énorme. Et c'est effectivement quand vous avez des gens aussi opposés qui vous remercient que des frères musulmans du Hamas et Benjamin Netanyahou, peut-être effectivement que les braves 5 professeurs du comité Nobel de Norvège pourraient peut-être réviser leur copie s'ils l'ont. L'année prochaine, on peut attendre un an, c'est aussi ça qui est intéressant dans l'histoire. Et puis il y a la paix que la paix revienne en Ukraine aussi. La paix entre l'Ukraine et la Russie, là il l'aura en 2026. S'il réussit à part ça, s'il réussit, vous vous rappelez d'ailleurs, c'est assez curieux le prix Nobel, ça a gardé, alors que c'est une petite camarilla de professeurs norvégiens qui fait ça entre eux. En réalité, il a gagné l'année dernière. Comment? Je suis incapable de vous le dire. C'est un groupement pour la dénucléarisation. Parfois c'est un peu obscur, des gens très respectables. Parfois d'ailleurs c'est un peu plus bizarroïde. Effectivement, on se dit pourquoi on y attache. Non, il y attache une très très grande importance. Et comme le rappelait Richard Attias, ça garde quand même un prestige international. Parce que les Américains, Kissinger l'a eu quand même en 73. Pour les accords de Paris, parce qu'ils ont été signés à Paris, c'était l'époque où la France avait une grande diplomatie, était respectée dans le monde, les accords de Paris qui faisaient la paix au Vietnam.